Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Alexis Karklins, associé Date Advisory, il a publié l'histoire impertinente de la pensée économique d'Aristote à Jean Tirole chez Ellipse. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement, et Xavier Lépine, le président du directoire de la Française Asset Management. C'est pas grave, la BCE paiera, Alexis Karklins. Elle a déjà 3600 milliards d'actifs qu'elle a acquis à droite à gauche, principalement de la dette d'État, dette d'entreprise, pas mal de dettes italiennes, pas mal de dettes espagnoles, de la portugaise, parce qu'il fallait éviter que ces pays ne s'effondrent. Elle peut continuer. Oui, et donc tout va bien. Mais il y a deux aspects. Il y a un aspect plutôt rassurant d'une certaine façon. On est le 26 juillet 2012. Mario Draghi parle à Londres et explique c'est le fameux whatever it takes. Quoi qu'il en coûte, nous sauverons l'euro. On est à un moment très très critique où certains États de la zone euro sont considérés proches de l'état de faillite. Où on se dit mais toutes ces banques, tout système bancaire qui est plein d'obligations d'État va s'effondrer et donc on va totalement déstabiliser le système européen. Et donc lui annonce whatever it takes, nous ferons ce qu'il faut pour. Et on part de là, on part quand même de là. C'est à ce moment-là que vraiment la politique de quantitative easing est totalement assumée. Quelques années après le Royaume-Uni, quelques années après les États-Unis. Bon, et on en est là aujourd'hui. Alors. Ça, c'est le côté positif, oui. Ok, Mario Draghi a sans doute sauvé à ce moment-là la zone euro avec la Banque Centrale Européenne qui a fait son boulot. Sans doute. Hein. Oui, bon. Bah, on peut toujours. Bon. Et s'il arrête Alors voilà. Là, on en vient aujourd'hui. Ok, très bien. Maintenant, 2017, il se passe quoi? Alors déjà, dans les éléments importants, c'est qu'on a dit, est-ce qu'on peut continuer à vivre avec des taux aussi bas? Quels sont tous les effets induits de taux aussi bas? On voit le côté sympathique en tant que consommateur en se disant c'est formidable, moi j'ai des prêts immobiliers qui sont à des taux très bas, c'est formidable. Oui, ça c'est le côté sympa. Le côté moins sympa, c'est que vous avez aujourd'hui un système financier qui a un peu de mal à gérer des taux parfois très très bas. C'est vrai pour l'assurance, c'est vrai pour la banque. Et puis on ne peut pas ignorer qu'il y a sans doute des effets de bulle. C'est-à-dire que vous inondez le marché de liquidité, c'est très bien, ça va se loger à certains endroits, pas forcément dans l'économie productive. Ça peut aller en créant des bulles, notamment par exemple dans l'immobilier dans certains pays. Sûr, il n'y a pas d'inflation, il faut bien que ça atterrisse quelque part. Donc il faut bien que ça aille quelque part et substituer à l'inflation. Donc voilà. Donc comme l'économie de bulles. Donc aujourd'hui, il y a des bulles qui se créent et on sait que des bulles sont des éléments qui sont potentiellement déstabilisants à l'avenir. Il y a un deuxième élément et ça c'est une des critiques que l'on porte sur la politique du quantitative easing, qui est de dire mais finalement et c'est un peu ce que disait d'ailleurs Michel Pébreau dans son rapport cette semaine en implicite, c'est que ça n'encourage pas les États à faire les efforts. C'est une incitation à la mauvaise gestion. C'est une incitation. Alors, c'est un peu simple, mais dans la réalité, c'est que c'est vrai que comme la charge d'intérêt coûte beaucoup moins aux États, c'est vrai que ça ne pousse pas à faire ces fameux efforts structurels de réduire les dépenses inutiles, etc., etc. Donc la baisse de la dépense publique aujourd'hui, elle est moins prégnante puisque de toute façon l'endettement coûte moins cher. Donc ça, c'est quand même un effet assez négatif. Il y a quand même ce chiffre, 45 milliards d'euros de charges de dette aujourd'hui avec 2100 milliards de dettes, 45 milliards d'euros en 2005 de charges de dette avec 1000 milliards. Voilà. Bien sûr. À l'époque du premier 2005 parce que c'est le premier rapport Pébreau. Voilà. Bon, le vrai sujet, c'est comment on en sort. C'est-à-dire que là, on parle de quantitative easing, mais c'est quoi le quantitative hardening? C'est à quel moment on passe dans la phase difficile? Parce que on peut pas rester comme ça toujours. Donc peut-être qu'on a encore de la marge, peut-être qu'on peut continuer comme ça. Mais à quel moment on s'aperçoit à quel point c'est difficile? Regardez les États-Unis. La Fed, c'est extraordinaire. La Fed, ça fait 2 ans qu'on est en train de se dire. Alors à quel moment Janet Yellen va commencer à dire que peut-être elle va remonter les taux? Alors c'est peut-être à mars, peut-être avril, peut-être. On ne sait pas. Et en fait, on voit une petite remontée des taux. La difficulté de ces politiques de quantitative easing, c'est quand est-ce qu'on en sort? Parce qu'on est dans une situation anormale. On a agi à fond sur la politique monétaire. Aujourd'hui, on voit que ça ne suffit pas. Certes, la croissance n'est pas catastrophique, mais on le voit que ce soit dans la zone euro ou aux États-Unis, ça ne suffit pas à relancer une économie durablement. Et on n'en sort pas. Et donc, cette question-là, la réponse aujourd'hui, on l'a pas. Juste un point, je voudrais rappeler quand même vous disiez aussi, attention, ça peut exploser, ça peut finir mal. Oui, parce que la France, à la différence des États-Unis, du Japon, etc., comme les différents pays européens, n'emprunte pas dans sa monnaie. Je voudrais juste rappeler ça. Les pays émergents savent ça, parce que depuis la nuit des temps, enfin sur l'après-guerre, les pays émergents, quand ils empruntent... Il y a des gens qui se lèchent les babines en vous écoutant. Oui, mais ils empruntent en dollars américains, parce que c'est une monnaie internationale. Sauf un petit peu depuis le début des années 2000, un petit peu de temps en temps, on a quelques pays émergents sérieux qui empruntent dans leur monnaie. Et ils empruntent, la France emprunte en euros. L'euro, c'est une construction politique. Donc c'est des fondations politiques. Le jour où ces fondations politiques s'effondrent, la France ne peut plus emprunter en euros. Donc on l'emprunte en francs français. Et la deuxième contrainte, et c'est pas du tout la même histoire, parce qu'on prêtera pas en francs français, je parle des non-résidents français, au même prix qu'en euros. Et
Le problème est que la France a un déficit de la balance courante, structurelle. C'est-à-dire que pour un niveau de demande domestique constant, la France a un déficit d'épargne vis-à-vis du reste du monde. Donc elle dépend des financements extérieurs. Au niveau global, privé et public. D'ailleurs, il n'y a pas que le public. Donc, si vous n'êtes pas capable d'emprunter à l'extérieur, si vous avez un déficit de la balance courante de 3% du PIB, ça veut dire que du jour au lendemain, vous êtes obligé de faire un ajustement récessif de 3%. Ça a failli se passer pour la Grèce, ça peut se passer, les pays émergents connaissent ça depuis la nuit des temps. Si je ne suis pas en mesure de combler par l'apport de l'extérieur les 3% qui me manquent, je fais un ajustement récessif. Bien sûr, ou alors tu le fais à des conditions de taux qui sont... On va mettre d'autres mots à la place d'ajustement récessif, ça veut dire on baisse les salaires. Ben oui, enfin, bien sûr. Ben, on baisse l'emploi, on baisse les salaires, on fait, voilà. C'est ça la grande différence, parce que sinon on peut continuer perpétuellement. Ça, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, au niveau mondial, nous on a fait le calcul, c'est que le service de la dette en pourcentage du PIB est inférieur à son niveau il y a 20 ans ou il y a 10 ans, etc. Malgré l'explosion de la dette publique et privée au niveau mondial. Alors, BCE, stop ou encore, Xavier Lépine. Puis effectivement, et puis après, qu'est-ce que veut en fait nous dire Michel Pébreau, qui écrit quand même état d'alerte? Est-ce qu'il a raison de dire état d'alerte parce qu'il anticipe le jour où justement la construction politique ne tient plus et qu'il va falloir faire autrement? Ou est-ce qu'il y va un peu fort parce qu'aujourd'hui notre dette part comme des petits pains et finalement à un prix qui est encore acceptable? Mais sinon BCE stop ou encore? Enfin c'est un... La réponse elle est dans l'aléa moral. C'est-à-dire est-ce qu'il y a... aujourd'hui il n'y a pas d'aléa moral dans le sens où chaque pays finalement peut, dans l'état actuel de l'Europe, peut finalement tirer sur la BCE. Quand on a construit les États-Unis ne savaient pas à l'avance si le Missouri allait aider l'Arkansas ou le Mississippi, la Nouvelle-Orléans. Il y avait donc un aléa et qui permettait aux gens de dire je fais une union basée sur une incertitude de l'aide. En ce qui concerne l'Europe, on a créé l'euro et manifestement on n'est pas allé suffisamment loin et donc aujourd'hui on ne peut pas aller plus loin parce que les Allemands savent à l'avance que si quelqu'un doit aider les autres, c'est eux qui vont aider, l'Allemagne paiera. Et donc tant que vous avez cette certitude d'absence d'incertitude, si je puis dire, vous n'aurez pas de construction européenne qui ira plus loin et la BCE sera obligée, pour éviter l'effondrement politique, de continuer à supporter. Donc la réponse, elle est en deux temps. Elle est, premier temps, le temps politique, c'est-à-dire que la France aille effectivement voir l'Allemagne et dire « je fais les réformes et maintenant on peut rentrer dans une politique où il y a une incertitude parce que nous faisons les réformes et on peut faire un plan de relance économique, on peut se faire du déficit, on peut faire un déficit sain, c'est-à-dire non pas pour payer les fins de mois mais pour faire de l'investissement. » Solution Fillon, ça. Hein. Solution, mais qui ne passe que par un accord préalable avec l'Allemagne sur les réformes que la France fera avant. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Voilà pourquoi vous devez nous donner encore du temps et nous laisser 3,5, 4% de déficit. Voilà pourquoi nous devons, nous, Europe, le faire. Pas nous, la France. Nous, Europe. Et créer effectivement cette incertitude et cet aléa moral. Non. Oui, mais pour cela, il faut une qualité de dialogue politique. Si le dialogue politique s'interrompt, au bout d'un moment, la construction politique de la zone euro s'effondrera. Plus ou moins rapidement. Voilà, et quand vous avez des candidats qui, dans l'élection présidentielle, c'est-à-dire l'élection majeure en France, vous disent « j'en ai rien à foutre », mais c'est exactement ce qu'ils disent du pacte de stabilité, je parle de Hamon et de Mélenchon, et qui disent même, dans le cas de Marine Le Pen, bah, moi je veux sortir, bah, alors là, le système s'effondre encore plus naturellement. Non, le point de Michel Pébreau, c'est intéressant. Sur Michel Pébreau, et puis alors, vous me direz quand même si une banque centrale, ça peut faire faillite ou pas, mais sur Michel Pébreau, ce fameux rapport dont on est presque les seuls à avoir vraiment parlé de manière massive sur BFM Business. Mais... Oui, parce que d'ailleurs c'est intéressant, le moment où ce rapport est publié, évidemment il est important puisqu'on est à 65 jours du premier tour de l'élection présidentielle française, donc c'est une façon de compter, de peser dans le débat politique, c'est un grand classique, vous sortez des messages très forts, et là en l'occurrence l'Institut de l'entreprise donc publie ce nouveau rapport. De chevet de Sarkozy en 2005. Et c'est important parce que dans tous ces rapports qui ont été faits, tous ces rapports qui ont été commandés, le rapport Pébreau 2005 est un de ceux qui a été
je l'ai pas suivi, mais qui a été le plus lu. Et on en parle encore de ce rapport Pébro. Il est resté dans les mémoires. Il a été très largement médiatisé en 2005. À l'époque, nous étions un peu plus de 60% de dette publique sur PIB. 67 en 2005 de dette publique sur PIB. Nous sommes maintenant à 95 ou 97%. Donc on voit que ça n'a pas été suivi. Mais en tout cas, il y a un moment, vous êtes encore une fois à 2 mois de l'élection présidentielle. Il y a une vraie dimension politique. C'est une façon aussi de dire, attention, quand on regarde les différents programmes, on ne parle pas beaucoup de ce sujet-là, mais on ne peut pas s'asseoir sur le niveau de la dette française. Et il y a pas mal de programmes de candidats qui n'en parlent pas du tout, ou en tout cas qui n'en tiennent pas du tout compte. On dit non, c'est pas grave, c'est pas un sujet, il y a d'autres problèmes plus urgents, la dette on peut vivre avec. Et donc là c'est une façon de dire non, ça n'est pas vrai. Il y a quand même un élément aussi important dans le rapport Pébro, et pour moi c'est peut-être l'élément le plus important par rapport à la situation française. C'est qu'il dit pas simplement attention, état d'alerte sur le niveau de la dette. Il dit pourquoi on a cette dette-là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le premier rapport de 2005. Quelles sont les dépenses publiques qui ont conduit à cette augmentation de la dette. Alors il y a évidemment l'effet conjoncturel 2008-2009 avec la crise financière majeure que nous avons connue, mais il n'y a pas que ça. Et il y a notamment des éléments de comparaison. Et les éléments de comparaison par rapport aux autres pays de la zone euro et de l'OCDE, c'est quoi? Ce sont les dépenses de fonctionnement et les dépenses sociales. Et sur ces 2 critères-là, la France a beaucoup plus dépensé. C'est la dérive de ces dépenses de fonctionnement, la dérive de ces dépenses sociales est bien plus importante que les autres pays. Et donc, c'est pas une question uniquement de dette, c'est ce que dit tout à l'heure Jean-Pierre Petit, c'est que on peut faire de la dette à certains moments quand vous faites de l'investissement, pourquoi pas, très bien, il y a un certain nombre de dépenses d'infrastructures qui peuvent être nécessaires. Mais là, on parle pas du tout de ça. La réalité, c'est que la dette française a augmenté parce que nous avons été incapables pendant des décennies de mettre en place un niveau d'équilibre budgétaire sur les dépenses de fonctionnement et sur les dépenses sociales. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous voyez certains programmes, quand on vous parle de revenir à la retraite à 60 ans, alors qu'on sait que le sujet retraite est un des sujets majeurs dans la dépense 14 sociale. points de PIB. C'est juste colossal, mais je veux dire, c'est surréaliste. La France, parfois, est assez frustrante parce qu'on se dit, mais on est en train de passer à côté de certains sujets qui sont juste majeurs, on fait complètement fi du principe de réalité. Ouais. Ça peut faire faillite une banque centrale, Jean-Pierre Petit? Non, ça fait pas faillite une banque centrale, mais... Il y a le contribuable derrière. Non, pas le contribuable, non. Les États, donc le contribuable. J'ai toujours dit que si je dois le pouvoir monétaire, c'est celui d'effacer les dettes. Si je vous dois, Nicolas, 250 000 euros, je vous fais un chèque de 250 000 euros, est-ce que vous avez le droit de refuser? Non, vous n'avez pas le droit de refuser parce que c'est le pouvoir libératoire de la monnaie. Libératoire, ça veut dire quoi? Libérer de la dette. D'accord? Moi, si je vous dois 250 000 euros, je vais devoir aller les chercher sur une encaisse monétaire existante qui est mon épargne. D'accord? Je vais faire un virement vers vous. D'accord? Si je suis une banque centrale, je n'ai pas besoin d'aller chercher une encaisse monétaire existante puisque j'ai le pouvoir par moi-même de créer la monnaie. D'accord? Bien sûr. Génial. Génial. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à 250 000? Non, parce que j'ai une dette à votre égard de 250 000. D'accord. Mais bien sûr, le pouvoir monétaire, c'est ce... D'ailleurs, les banques centrales qui ont commencé à être créées à la fin du XVIIe siècle, c'est pas pour faire des belles politiques monétaires, que je sache. Napoléon, premier consul, a créé la Banque de France en 1800. D'après vous, pourquoi? Pour faire une belle politique monétaire? Non, pour financer l'effort de guerre, fondamentalement. Voilà. Donc le livret A d'ailleurs. Donc fondamentalement, voilà. Donc une banque centrale ne peut pas faire faillite, mais c'est pas le sujet, parce que il peut y avoir une fuite devant la monnaie. En hyperinflation, les gens n'utilisent plus la monnaie. Le Reichsmark en 1923 en Allemagne, aujourd'hui Zimbabwe. Il peut y avoir des phénomènes de fuite dans la monnaie, mais la banque centrale elle-même va pas faire faillite. C'est pas le sujet. Ce qui va faire faillite, c'est la confiance dans la monnaie, en quelque sorte. Et donc, on va devoir créer une nouvelle monnaie. On a créé le Rentenmark en 1924. On a changé le réal brésilien au milieu des années 90. Donc voilà. Mais on fait pas. La banque centrale en elle-même ne fait pas strictement faillite. Le sujet n'est pas là. Le sujet, il est politique pour la zone euro. Car c'est une construction politique. Voilà, c'est ça le sujet. Avant de parler de Trump, notamment avec vous, Alexis Garkling, vous suivez ça de très près, Xavier Lépine, dans le rapport Pébro, il y a également l'idée que, attention, les taux remontent. Et je sais que vous regardez ça comme le lait sur le feu. Est-ce que vous avez le sentiment que 2017 est véritablement une année de remontée des taux où ça devient inquiétant, ou comme beaucoup de gens qui viennent dans ce studio, oui, ça va remonter, mais ça va s'arrêter à un niveau tout à fait raisonnable? Je serais plutôt dans la deuxième version. Je pensais bien. Évidemment, sauf dérives politiques que l'on connaît. Que les taux remontent un peu pour redonner une certaine pontification et un prix au temps et un prix au risque paraît quand même nécessaire. Parce qu'il y a des effets de bord pervers dans la situation inverse. Donc effectivement, et comme les banques centrales, comme l'a dit Jean-Pierre, interviennent et finalement déterminent le prix des actifs,
il n'y a pas des actifs long terme aujourd'hui, eh bien il n'y a pas de raison de s'inquiéter particulièrement sur une hausse violente des taux. Mais par contre, effectivement, en termes de gestion, d'allocation d'actifs, comme le pire n'est pas certain, mais cette élection présidentielle française est probablement la clé, enfin, en tout cas, si ça se passe mal, ça sera une bombe. Et ça sera une bombe sur toutes les démocraties, et donc sur les taux d'intérêt, notamment européens. Donc la stratégie aujourd'hui consiste à se couvrir en achetant des options sur la hausse des taux d'intérêt. C'est autrement dit ne pas jouer la certitude, mais prendre une police d'assurance. Vous partagez l'inquiétude des marchés, de banques étrangères vis-à-vis du risque politique français ? Je partage l'inquiétude, comme tout le monde, d'une situation dans laquelle on ne sait pas. C'est une question d'espérance, c'est l'espérance mathématique. Si je risque de perdre beaucoup plus que ce que je peux espérer gagner, je ne joue pas. Autrement dit, si vous aviez à la roulette, puisqu'on en est à ce niveau-là, non pas aujourd'hui vous pouvez gagner 36 fois la mise et il y a 37 numéros, voilà. Il y a un seul zéro. Si vous rajoutez 10 zéros et que vous pouvez toujours un zéro, un double zéro, un triple zéro, etc. jusqu'à 0,07, eh ben vous jouez plus. Et aujourd'hui nous en sommes là. Il y a un auditeur qui me demande, Jean-Pierre Petit, qui paiera la dette de la BCE, enfin cet argent, là, qui finira un jour par la payer ? Mais c'est la BCE elle-même. Oui. Puisque par un simple jeu d'écriture, elle peut combler le passif par l'actif. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est elle qui émet la monnaie. Donc. C'est elle qui émet la monnaie. Vous vous rendez compte de la manière dont ce discours est entendu par des gens qui n'ont pas forcément toute la technique en tête des fonctionnements monétaires, qui se disent, Jean-Pierre Petit vient de me dire que il suffit d'un coup de stylo pour effacer la dette. Mais comment vous êtes dans les pays socialistes? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout était régulé par l'État et les instituts d'émission réglaient les dettes, les engagements financiers des uns par les autres, par des coups de stylo. Alors à la fin du match, évidemment, au bout de 70 ans d'Union soviétique, les gens ont fini par s'apercevoir que c'était pas très très efficace, évidemment. Donc et que ça générait aussi beaucoup d'inégalités, soit dit en passant. C'était pas mal quand même qu'il y ait la fin de l'explication et pas que la première partie, parce qu'on a l'impression que c'est la baguette magique. Mais on décline lentement. Les phénomènes de déclin ponctuels sont liés à des chocs politiques majeurs, mais sinon, l'Argentine, moi j'avais fait un papier il y a quelques années qui a été très cliqué au Cahier Vert, c'était « Français pense à l'Argentine ». Voilà. Parce que le déclin argentin est un phénomène qui s'étale sur toute la durée du XXe siècle, à cause de ses erreurs d'ailleurs, socialistes et nationalistes d'ailleurs. Et en plus, l'Argentine est un pays qui a parfaitement expérimenté l'ensemble de la panoplie des mesures protectionnistes. Exactement. Jusqu'à son paroxysme. Vous avez aujourd'hui une voiture étrangère en Argentine, vous voulez la faire réparer, la pièce n'entre plus. Ce qui est marrant, c'est que quand Perón arrive au pouvoir en 46, non mais c'est intéressant parce que quand Perón arrive au pouvoir en 46, il constate déjà que l'Argentine n'est pas aussi flamboyante qu'au début du XXe siècle. Et quelle est sa réponse? C'est une réponse protectionniste, donc qui va enfermer encore plus le pays. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a un parti politique français qui a souvent cité l'Argentine comme un exemple de politique économique, mais dans le positif. Oui. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire, parce que ces éléments protectionnistes, évidemment, sont absolument catastrophiques pour une économie. Vous vouliez dire un mot, Xavier Lépine, lorsqu'on évoquait qui paiera, et ce sera un coup de stylo, mais attention aux effets secondaires. Il faut juste faire attention vis-à-vis des auditeurs de pas faire un amalgame entre l'État et la Banque centrale. Parce que quand on dit la Banque centrale paiera, ça peut donner l'impression qu'on peut continuer le chèque des États. Exactement. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc on ne va pas développer là, mais les États ne peuvent pas, les banques centrales peuvent. Vous vouliez dire un mot? Moi, je voulais vous interroger sur Donald Trump. Oui, mais très bien, mais c'est le contexte politique général. Non, mais alors, juste que je rappelle pourquoi je vous en parle de Donald Trump, parce qu'il a tenu une conférence de presse il y a quelques heures, que ça a été assez chaud, cette conférence de presse. Il s'en est pris aux médias d'une manière absolument incroyable, disant à certains, asseyez-vous, non, vous, taisez-vous, de toute façon, vous êtes un média malhonnête. Ça a été assez tendu, et en fait, quand on regarde le bilan, d'ailleurs, les journaux avaient commencé à faire le bilan jour par jour de ce qui se passait aux États-Unis. Ça fait 4 semaines, et on a presque l'impression que ça fait 4 mois, et c'est... Exactement. Alors, il n'y a pas de gouvernement, le ministre du Travail a dû se barrer, il y a 9 autres ministres qui n'ont pas été validés. Aujourd'hui, vous avez en gros la moitié de l'équipe gouvernementale qui est l'administration Trump qui a été validée. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que, encore une fois, Trump n'était pas prêt, il ne pensait pas gagner.
Donc il ne pensait pas gagner l'élection, donc il s'était pas mis en disposition pour préparer la transition. Ensuite, il a choisi un certain nombre de profils qui sont soit très clivants, soit qui sont, en l'occurrence, ils n'ont pas été validés. On a eu 2 cas cette semaine. Il y a eu son conseiller national de la sécurité, Michael Flynn, pour des discussions avec la Russie précédant l'élection et même depuis. Et au-delà de ça, il y a eu aussi donc Andrew Putzer, qui était son pressenti ministre du Travail, qui, alors on a parlé de ses affaires de violence conjugale. Il y a plus que ça. C'est aussi quelqu'un qui a employé une personne au black. C'est aussi quelqu'un qui a été considéré comme violent vis-à-vis de ses salariés. Donc ça faisait mauvais effet pour un ministre du Travail. Bon, alors voilà. En fait, le vrai sujet, c'est qu'on est en plein amateurisme. On le savait, on y est, et tout ça est compensé par d'une communication totalement hasardeuse, qui est une communication soit via Twitter qui fait la risée du monde entier, soit dans des conférences de presse. C'est la deuxième conférence de presse depuis qu'il est président, en tout cas depuis la transition. Et on a assisté. Moi, j'ai regardé la conférence de presse. Bon, c'est le grand foutoir. Pardon, c'est vraiment un cirque. C'est je donne les bons points, les mauvais points, mais ça va être comme ça encore pendant pas mal de mois. C'est-à-dire que CNN et NBC, vous n'êtes absolument pas crédibles. Je vous avais dit que vous faisiez des fake news, donc des informations fausses. Non, en fait, vous êtes même very fake news, donc des informations totalement fausses. Il écrivait encore il y a 2 jours sur Twitter, you are unwatchable. Ces télévisions ne sont même pas regardées. Only Fox News is great. Seulement Fox News doit être regardé. Bon, je veux dire, c'est de la pantalonnade. Pub, ça. C'est vraiment incroyable. Donc, on ne sait pas où ça va. Objectivement, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas où ça va. Il y a quelques petits signaux positifs. Je vais essayer d'en vous en donner un. Allez, un seul. Acosta, qui va être le ministre du Travail, qui va remplacer Putzer. Acosta, lui, pour le compte, cette personne est un vrai spécialiste. D'abord, c'est le premier hispanique de l'administration, c'est intéressant. Et surtout, lui, c'est un vrai spécialiste du monde du travail. Donc, certains se disent, tiens, peut-être que c'est le premier signal d'un Donald Trump qui commence à privilégier plutôt la compétence plutôt que le capitalisme de connivence et les copains qui ont réussi chez Goldman Sachs ou dans des fonds d'investissement. C'est dingue quand même. Comment vous regardez c'est dingue, mais Lépine, parce qu'on parle du risque politique français, mais là on parle de la première économie de la planète et qui tient dans ses mains quand même pas mal de choses importantes. L'appartenance à l'OMC, l'appartenance à l'OTAN, des valeurs totalement communes et cardinales avec l'Occident. D'accord, mais n'empêche. Premièrement, la confiance des entreprises est extrêmement élevée aujourd'hui. Oui. Et la montée depuis le 8 novembre. Mais bien sûr. Quand la on confiance. va vous baisser l'impôt sur les sociétés, vous permettez de rapatrier vos capitaux à bon compte. Attends. Les businessmen aux États-Unis, ils attendent aussi que ça soit réalisé. La confiance des ménages est très élevée. Et puis, faut quand même bien faire la différence entre le cirque médiatique auquel se prête Trump de la réalité des choses. Les marchés, avant le 8 novembre, avaient peur de 2 choses principales, enfin de 3 à 4 choses, mais les 2 choses principales, c'était protectionnisme généralisé, massif, grande vague protectionniste, et choc sur l'immigration massive. C'était pas les interdictions de territoire à des ressortissants de 7 pays. C'était expulsion de 11 millions et demi de clandestins. En 2 ans, oui. On les a pas, ces 2 trucs-là. Parce que pour l'instant, sur le strict plan concret, au niveau du protectionnisme, vous avez quoi? Vous avez le Mexique qui est un peu attaqué, sur le plan concret, j'entends, hein, puisque mur et menace de le financer par des droits de douane, entame de renégociation sur l'ALENA. Le Mexique, c'est 2% du PIB mondial, et c'est une économie qui est complètement isolée en dehors des États-Unis. 80% des exports mexicains vont vers les États-Unis, donc s'il s'attaque à la Chine, d'accord, de façon équivalente, là, 17% du PIB mondial, la chaîne de production est asiatique, puissance politique majeure, surtout cette année avec le renouvellement du comité central. Ça, d'accord, c'est important. Mais pour l'instant, Corporate America voit rien de concrètement négatif, au-delà du cirque médiatique. Parce qu'il faut pas oublier que s'il se fait ce cirque médiatique, c'est qu'il a des pouvoirs unilatéraux dans 2 domaines économiques importants. C'est 1, la remise en cause des accords internationaux. Ça, le Congrès lui a délégué de multiples fois des pouvoirs. Et dans le domaine de la police des frontières, c'est lui. Donc, sous réserve du juge, mais c'est quand même lui. Donc, il se met en scène. Alors, vous avez vu ces décrets quand il les signe, il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes. Parce que pour montrer à son électorat qu'il est l'homme de la situation. C'est bien comme ça qu'il s'est vendu durant toute cette campagne. Et il le met en scène. Donc voilà, c'est pour ça. Donc, Corporate America sait ça. Et Corporate America, pour l'instant, a confiance. C'est juste Corporate America first, mais amateurisme first aussi, ah bah oui, en termes de communication. Xavier Lépine, pour terminer sur Donald Trump, ce que ça représente tout de même. On est quoi, sur 26% du PIB mondial, un truc comme ça? 23. 23,5, ouais. 23,5. Bon, la démondialisation est en route.
c'est à peu près clair. Maintenant, elle a deux moyens de se manifester, soit par la montée du populisme, et on reste dans une approche effectivement type grands traités internationaux que l'on détruit et remise en cause finalement de tout ce qui a été fait depuis 30 ans, soit, et ça c'est la version Trump, Brexit, Poutine, soit effectivement vous avez un autre système qui se met, une alternative économique au sens modèle économique qui se met en place, et ça c'est ce qui est en train de se passer effectivement par tout ce qui est numérisation, digitalisation, c'est-à-dire quelque chose qui vient de la base, c'est-à-dire des sociétés qui se déploient de façon bottom-up et qui prennent finalement le lead sur l'économie au détriment du politique. Et une fois de plus, c'est en cela que les élections françaises, parce qu'elles influeront sur l'Europe, donneront un signal très fort selon le résultat des élections. Soit on va vers ce populisme et cette démondialisation sauvage, et là ça va faire très mal au monde entier, et pas qu'aux entreprises, soit effectivement il y a un nouveau système économique qui se met en place. Et cette période de transition, c'est celle que nous vivons. En fait, nous sommes dans une période, pour un mot, juste pour rebondir sur ce que disait Xavier Lépine, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. En fait, nous sommes dans une phase, dans cette démondialisation potentielle. En réalité, il y a un risque politique qui commence à être perçu, mais qui n'est pas encore concrétisé. Pourquoi ? Parce que le Brexit, on n'en voit pas encore les effets, et parce que Trump n'est là que depuis un mois. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur l'économie mondiale au-delà du cirque médiatique. La réalité, c'est qu'en Europe, on rentre dans un cycle qui là va être beaucoup plus sensible, avec les Pays-Bas fin mars. Et vous allez voir que le signal qui va être envoyé si Wilders, le PVV, remporte les élections, même s'il ne pourra pas arriver au pouvoir, mais s'il remporte les élections, ça va donner beaucoup d'idées à d'autres électeurs européens. Vous avez évidemment l'élection française fin avril, début mars, et puis ensuite les élections allemandes. On rentre dans un cycle politique européen qui est beaucoup plus sensible parce que l'Europe est une construction politique. Attention au discours sur la démondialisation. Jamais les boîtes chinoises n'ont acquis autant d'actifs à l'étranger. Non, mais la démondialisation n'est pas totale. Les migrations internationales se portent bien. C'est promis. On en reparlera la prochaine fois parce que effectivement, il y a l'Asie, mais il y a d'accord, sinon avec toi, Xavier. Sans parler forcément de démondialisation, il y a des véritables symptômes de relocalisation en tout cas. Ah oui, on l'avait déjà avant. Mais bon, tout ça participe de la même logique, c'est simplement qu'on n'est pas à des niveaux avancés de démondialisation, mais les coûts unitaires du travail dans les pays émergents ont explosé au cours des dernières années aussi. Donc c'était aussi naturel. Alexis Karklins, Jean-Pierre Petit, Xavier Lépine, rendez-vous lundi 9h.